Le niveau d'effort que ça réclame, il est proche de zéro. Pourtant, les résultats que ça va apporter pour sa santé par rapport à une alternative dans laquelle elle ne prend pas de vitamine D ni de magnésium, elle mange 2 biscottes avec de la confiture et elle ne marche pas après le repas, c'est énorme. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et c'est presque troublant pour vous. Le type est complètement cinglé. Il passe d'un épisode par an à 3 épisodes dans le même mois. 93, 94, 95. Et c'est pas tout à fait faux en vérité. Je retrouve juste quelque chose de vraiment sympa dans le format podcast et les gens à qui il s'adresse. Les idées, les concepts, les recommandations que l'on peut faire passer et la façon dont on peut les développer sur 1h30, c'est quand même autre chose que les vidéos épileptiques de 35 secondes sur TikTok, sur Instagram. Là, naturellement, on ne s'adresse pas du tout aux tout venants dans un podcast. Les touristes de la perte de poids, de la santé et du rééquilibrage alimentaire, ils peuvent regarder une vidéo de 30 secondes, peut-être 35 secondes, grand maximum s'il y a plein de zoom et plein d'effets sur la vidéo, mais ils ne prendront jamais 90 minutes pour écouter un podcast aussi intéressant et utile soit-il. Et ça en dit long aussi sur la mise en application. Être prêt à écouter un épisode en entier, ça augmente significativement les chances que vous vous preniez au sérieux. Vous et votre objectif. Donc, les chances que mes paroles ne tombent pas dans des oreilles de sourds. Parce que c'est bien beau de faire 100 000, 150 000 vues sur une vidéo de 30 secondes, mais s'il y a 3 personnes qui appliquent véritablement ce qui est partagé dans la vidéo, est-ce que c'est vraiment une réussite de toucher autant de monde ? Pas sûr. Alors que même faire 100 écoutes sur un épisode de podcast de 90 minutes, ça a largement plus d'impact que faire 150 000 vues sur une vidéo Instagram de 30 secondes. Bref, c'est humain, le temps et le niveau d'investissement. Si un type me dit « mets du rétinol sérum et de la vitamine C sur ta tronche pour tes rides ». D'ailleurs, c'est pour ça que je brille parce que vous allez voir. Si un type me dit comme ça, pour les rides, il faut mettre du rétinol et de la vitamine C, et il dit ça dans une vidéo épileptique avec du montage partout et des trucs de dingue sur une vidéo de 20 secondes sur TikTok, je vais probablement pas le faire. Parce que c'est juste une vidéo parmi les 150 que j'ai regardées dans les 30 dernières minutes. Alors que si je paye une consultation 600 $ avec un top dermato américain et qu'il me dit de mettre du rétinol et de la vitamine C, spoiler, tout de suite je prends le truc au sérieux par biais de cohérence parce que j'y ai investi du temps et de l'argent et j'apporte du crédit réel à moi, mon objectif et au type qui me l'enseigne. C'est pour ça que je brille aujourd'hui. Parce que c'est un des effets secondaires de la vitamine C et du rétinol, c'est quand vous en mettez, votre peau se met à briller. Bref, en tout cas, c'est bien pour les rides, pour le soleil et tout ça. On verra, l'avenir nous le dira. Donc, le podcast, il est gratos, certes, mais vous y investissez une partie de votre temps. C'est marrant parce que je fais 3-4 blagues par épisode et ça peut divertir. Donc, peut-être que parmi vous, il y en a quelques-uns qui écoutent le podcast pour se divertir. Pourquoi pas ? A priori, il y a d'autres sources de divertissement un peu plus intéressantes. Super. Mais malgré tout, vous passez surtout 1 heure ou plus avec la conviction que ce qui va être dit, ce que je vais entendre, sert mes intérêts et j'y suis attentif. C'est volontaire. Pas comme une vidéo dans laquelle je fais le mongol sur Instagram pour choper de l'attention de la masse. Donc il y a une vraie différence de positionnement et d'investissement entre regarder une vidéo en scrollant sur Instagram versus cliquer sur un épisode de podcast et écouter les 90 minutes de celui-ci. Bref, on est presque déjà dans une contradiction puisqu'aujourd'hui on va parler de ne pas faire d'efforts. Donc je vous fais un beau discours, une belle intro en disant que les gens qui écoutent des podcasts de 90 minutes, ils sont probablement plus à même de faire des efforts et de mettre en application. Et pourtant, le titre du podcast, c'est de faire le moins d'efforts possible. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est quoi déjà le titre ? Les 7 meilleures habitudes santé sans effort. Ok. Pour vulgariser tout ça, en tout cas pour que ça soit bien compréhensible, on va vulgariser tant que possible l'effet de levier applicable à votre santé. Alors, aussi con que ça puisse paraître, finalement, après avoir fait le test dans mon entourage, tout le monde pense savoir ce que c'est, mais personne n'arrive à le définir correctement
quand on parle de l'effet de levier. Donc, on parle des meilleures habitudes à adopter pour votre santé sans effort ou presque. Ça implique que vous fassiez une action à très faible investissement énergétique ou mental et que le résultat obtenu en échange soit énorme en proportion. Si vous creusez un trou à la petite cuillère, vous mettez beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Si vous creusez un trou avec une pelle, vous mettez moyennement d'efforts pour des résultats moyens par rapport au trou à la petite cuillère. Si vous creusez un trou avec une pelleteuse, vous mettez peu d'efforts physiques pour des résultats énormes. Et c'est ça qu'on veut avec cet épisode. On veut l'habitude pelleteuse. On veut des actions qui vous réclament très peu d'efforts physiques et mentaux et qui apportent des résultats énormes sur l'amélioration de vos indicateurs de santé. Donc c'est la promesse de cet épisode et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Comment faire des actions qui réclament le moins d'efforts physiques et mentaux possible, mais qui en proportion apportent des résultats énormes par rapport à l'investissement initial. Un faible effet de levier appliqué à l'alimentation, ce serait de ne manger que des légumes que vous faites pousser. Ça, c'est un faible effet de levier parce que le niveau d'effort à fournir est gigantesque, mais les bénéfices directs sur votre santé par rapport à des légumes que vous achetez chez le paysan du coin sont extrêmement minimes, voire inexistants. Un énorme effet de levier appliqué à l'alimentation, ce serait de doubler votre consommation de protéines. En pratique, vous avez juste à manger donc peu d'efforts. Manger du poulet, ça demande très peu d'efforts. Et les bénéfices directs sont immenses si vous passez de 50 à 100 grammes de protéines par jour. Donc, faible effet de levier, c'est de dire « Ok, pour mon alimentation et pour ma santé, à partir de maintenant, je mange uniquement des fruits et légumes que je fais pousser. » C'est-à-dire qu'il va falloir faire votre potager, il va falloir faire pousser vos arbres fruitiers, il va falloir entretenir le potager, ramasser les légumes, les transformer, les éplucher, les mettre en bocaux, etc. Ça demande des efforts colossaux pour très peu de résultats de différence sur vos indicateurs de santé par rapport au fait d'acheter vos légumes chez un maraîcher du coin, chez un paysan du coin. Alors que manger 2 fois plus de protéines qu'aujourd'hui, passer de 50 à 100 grammes de protéines, ça demande très peu d'efforts, juste faire cuire 2 escalopes au lieu d'une. Extrêmement fatigant, psychologiquement et physiquement, non, aucun effort. Pourtant, les résultats sur votre santé vont être énormes puisque vous allez avoir plus d'énergie, plus de masse musculaire, meilleure capacité d'oxydation du gras, etc., etc. Donc, les 7 points d'aujourd'hui produisent la réflexion suivante. Si je sais que ça existe, mais que je ne le fais pas, je suis débile tellement l'effet de levier est énorme. Ça ne veut pas dire que c'est ultra giga facile au sens premier, ça veut dire qu'en relation au résultat que ça produit, le niveau d'effort à investir est ridicule. Comme si vous marchiez dans la rue et que vous refusiez de ramasser un billet de 100 € parce que l'effort de se pencher pour le mettre dans votre poche est trop conséquent. Pas envie de ramasser le billet, la terre est trop basse, flemme de me pencher, non. 100% des gens se penchent pour ramasser un billet de 100 €. 100% des gens se penchent pour ramasser un billet de 5 €. Pourtant, l'effort à fournir en relation au résultat obtenu est 20 fois plus faible dans le second cas. Vous fournissez un effort pour vous pencher et ramasser le billet de 100 €. Il y a une relation entre l'effort que vous avez produit, se pencher et ramasser le billet, et le résultat que vous obtenez, à savoir 100 €. Pourtant, la plupart des gens se penchent aussi pour ramasser le billet de 5 €, même si l'effort à fournir produit 20 fois moins de résultats que pour le billet de 100 €. Et d'ailleurs, probablement 99% des gens ramassent même une pièce de 2 €, même si le ratio effort-résultat devient normal, puisque c'est 50 fois inférieur au billet de 100 €. Puis, plus on descend, moins ça vaut le coup, à tel point que presque personne ne se baisse pour ramasser une pièce de 1 ou 2 centimes, parce que l'effort à fournir, se pencher et ramasser la pièce, ne vaut pas le résultat, à savoir 1 ou 2 centimes. Il n'y a que les gosses qui ramassent les pièces de 1 ou 2 centimes, déjà parce qu'ils ont besoin de moins se pencher, puisqu'ils sont plus petits. Ensuite, ils ont plus d'énergie, ça leur demande moins d'énergie
physique de se pencher pour ramasser la pièce, et ensuite ils ont un pouvoir d'achat économique inférieur au vôtre normalement, donc 1 ou 2 centimes à l'échelle des économies d'un gosse, c'est beaucoup plus important que pour vous. Donc voilà, parce que l'effort à fournir est très faible en proportion du résultat dans leur situation. Donc, dans les 7 habitudes que je vais vous mentionner aujourd'hui, je distribue des gros billets. Tout ce que je vais mentionner dans cet épisode, ce sont des billets de 20, 50, 100 euros pour lesquels vous avez juste à vous pencher pour les ramasser et bénéficier des résultats. Autrement dit, si vous prenez ça à la légère et vous dites « Oh, le podcast m'a diverti, mais je vais rien appliquer », c'est comme si vous marchiez dans la rue et que vous écrasiez les billets de 100 euros sans les ramasser. Et ce serait extrêmement con de marcher dessus sans vous pencher pour les prendre, tellement la quantité d'efforts à fournir est ridicule en proportion aux résultats que vous en tirerez. Je vous les ai classés dans l'ordre d'efforts à fournir. C'est-à-dire que la numéro 1 réclame aucun effort et plus on avance, plus vous devrez en fournir. Même si en pratique, ça reste extrêmement minime. Cela dit, en termes de ratio effort fourni pour résultat obtenu, le classement est imparfait puisque l'habitude numéro 6 que je vais vous mentionner, elle réclame plus d'efforts, mais en proportion, elle apporte plus de résultats que la numéro 1. En gros, la numéro 1, il y a un billet de 100 par terre, vous vous penchez, vous la ramassez, voilà, vous le ramassez, voilà, ça vous a demandé quasiment aucun effort et vous avez obtenu un résultat énorme. La numéro 6, c'est il y a 5, 6, 7 billets de 100 par terre, mais pour pouvoir les ramasser, vous devez faire un squat à chaque fois. Donc ça demande plus d'efforts, mais les résultats en proportion sont énormes par rapport à la quantité d'efforts que vous devez fournir. Bref, quoi qu'il arrive, vous devriez tous les appliquer idéalement. Habitude numéro 1, vitamine D. Habitude numéro 1, vitamine D et magnésium. Ça vous réclame 2 secondes. 2 secondes par jour et ça vous coûte 4 centimes par jour pour de la relativement bonne qualité de complément alimentaire. De l'autre côté, vous sortez de votre carence chronique en vitamine D et magnésium, là où 96% des Français le sont. Donc l'investissement en termes d'effort physique et mental, c'est 2 secondes par jour pour prendre 2 pilules et 4 centimes d'investissement financier. Le résultat que vous obtenez, c'est que vous êtes dans une meilleure situation en termes de taux sérique de vitamine D et de magnésium que 96% de la population. Autrement dit, c'est un putain de billet de 100 par terre et vous avez intérêt d'être extrêmement arrogant, voire complètement con pour ne pas le ramasser. Je dis ça, il y a encore énormément de gens qui ne prennent pas de vitamine D ni de magnésium. Mais bon, il faut croire que il n'y a pas la lumière à tous les étages, c'est chez tout le monde, pardon. Donc, vous améliorez significativement votre densité osseuse, vos fonctions immunitaires, la régulation de votre humeur, votre pression artérielle, le métabolisme du glucose, la qualité de votre sommeil, votre capacité d'oxydation du gras, votre production d'hormones sexuelles, votre libido et grosso modo, votre vie entière. Juste en prenant 2 petits cachetons avec votre dîner. Ça serait quand même sacrément con de tirer un trait là-dessus. Mais bon, on ne juge pas, hein. C'est la base de la gigabase, c'est 4000 UI de vitamine D par jour et 400 mg de magnésium élémentaire par jour, ce qui correspond environ à 1500 mg de magnésium citrate. Ça dépend des marques. Pour la vitamine D, notre objectif, c'est d'amener la concentration sérique, donc le taux de vitamine D circulant dans votre sang, à au moins 50 nanogrammes par millilitre. La limite pour déterminer si vous êtes en carence par rapport à la concentration recommandée, c'est 30 nanogrammes par millilitre. Sauf que la concentration optimale, c'est de 50 à 70 nanogrammes par millilitre. Et là, 99,5% de la population est en dessous. Sauf que ça change la vie d'y être. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 99,5% de la population qui est en carence, en tout cas en déficit chronique de vitamine D, qui est loin du taux sérique de concentration optimale de vitamine D, alors que pour le système immunitaire, c'est capital, pour la densité osseuse, c'est capital, pour les productions hormonales, c'est capital, mais non. Et ça coûte que dalle. Et c'est extrêmement simple à prendre. Donc c'est absolument délirant. Et si vous ne me croyez pas, si vous pensez que pour vous ça va parce que vous êtes exposé au soleil, vous habitez dans le sud, des fois vous mangez en terrasse, etc., eh ben allez-y. Allez-y.
mettez votre paire de baskets, allez dans un laboratoire d'analyse et faites une prise de sang en demandant un test pour le 25 OHD. 25 OHD pour connaître votre niveau de concentration sérique de vitamine D. Et si vous ne prenez pas de vitamine D en gélule tous les jours, ou si vous prenez juste 2008 par jour comme ça à droite à gauche, vous serez forcément en dessous 50 nanogrammes par millilitre. C'est garanti à 100%. Donc c'est le truc le plus débile qui existe de ne pas prendre de vitamine D. C'est complètement con. Ensuite, pour le magnésium, il n'y a même pas besoin de faire le test. Vous avez du mal à rester concentré, vous êtes régulièrement stressé, vous sentez un peu d'angoisse, vous vous réveillez la nuit, vous avez des crampes ou des nausées, vous avez des difficultés à vous endormir. Nickel, vous manquez le magnésium. Voilà. De toute façon, tout le monde en manque, c'est garanti, donc ça sert même pas. Il n'y a même pas d'intérêt à faire une prise de sang pour le magnésium. Donc, tout le monde en manque parce que les fruits et légumes modernes n'en contiennent plus assez. Et les gens en mangent plus de toute façon quoi qu'il arrive. C'est con, mais c'est ok puisque ça coûte que dalle d'en acheter. Vous pouvez prendre la forme que vous voulez, citrate, oxyde, bisglycinate, peu importe. Ciblez juste 400 mg de magnésium élémentaire par jour pour débuter. Et vous pouvez monter un peu plus en fonction de votre ressenti et de vos besoins. Prenez-le pendant un repas et vous pouvez répartir la dose pendant la journée si ça vous donne la diarrhée. C'est le risque avec le magnésium citrate notamment, oxyde peut-être un peu moins. Mais bon, moi je privilégie la forme citrate ou bisglycinate ou L-thréonate pour s'endormir le soir parce que ça passe la blood-brain la barrière, moi je ne sais plus comment on dit en français, peu importe. En gros, ça peut rentrer dans le cerveau alors que les autres formes ne passent pas le cerveau. La barrière encéphalique, je crois qu'on s'appelle. Bref. Donc, 400 mg de magnésium élémentaire par jour, vous pouvez faire 100 mg le matin, 100 mg à midi, 200 mg le soir, basta. Et ça va limiter grandement les risques de choper la diarrhée si vous le prenez pendant le repas et réparti au fil de la journée. Et donc même si c'est le cas, même si vous avez quand même des diarrhées à cause du magnésium, votre organisme va réguler l'absorption et vous serez de retour à la normale après quelques jours. Donc voilà, habitude numéro 1, vitamine D, magnésium. Réécoutez la section si vous n'êtes pas encore convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, je ne peux pas faire grand chose de plus. Franchement, 2 secondes par jour, 4 centimes par jour d'investissement pour vitamine D et magnésium. Et c'est globalement le billet, le plus gros billet, le plus facile à ramasser qu'on va avoir de tout ce podcast. Tellement c'est simple et tellement ça demande peu d'efforts de prendre 2 gélules. Habitude numéro 2, exposez votre visage au soleil le matin. Bon alors là, niveau effort, on est toujours tranquillou puisque l'habitude numéro 2, c'est juste de mettre votre tronche en face du soleil pendant 5 minutes le plus tôt possible après votre réveil. Vous vous levez, vous mettez vos chaussons, vous faites votre vie et à un moment donné, celui que vous voulez, vous prenez 5 minutes pour ouvrir la fenêtre et vous mettre face au soleil. Ou alors, quand vous emmenez les gosses à l'école, vous en profitez pour marcher 5 minutes au soleil. Ou en arrivant au boulot, vous restez sur le parking 5 minutes face au soleil. Peu importe, vous avez juste à mettre votre tronche face à la grosse boule de feu, le gros truc jaune là, dans le ciel. Vous mettez votre tête face à ça. Waouh! Et même si vous êtes sur votre portable, c'est ok, ça marche. Ça veut dire que au lieu d'être dans votre canapé, dans votre voiture, sur votre portable, vous avez juste à ouvrir la fenêtre et vous pouvez rester à regarder des vidéos de chats ou de cupcakes sur Facebook. Ça marche tant que vous avez votre tête face au soleil. Et c'est un truc qu'on connaît depuis un moment, mais qui a été popularisé à fond par Huberman grâce à la popularité de son podcast. Exposer vos yeux à la lumière du soleil, ça régule votre cycle circadien. En vulgarisant, la vitesse de votre endormissement pour la nuit dépend du niveau d'exposition lumineuse de la matinée du jour précédent. Donc, la vitesse à laquelle vous allez vous endormir le mercredi soir dépend du niveau d'exposition lumineuse de la matinée du mardi matin. Si vous voulez vous marrer un peu, le rôle des cellules ganglionnaires rétiniennes, intrinsèquement photosensibles, donc c'est IPRGCS, qui sont sensibles à la lumière, en particulier à la lumière solaire, sont directement liées à l'horloge circadienne principale du cerveau. Donc le noyau, et là on va faire de la boucherie, suprachiasmatique, le noyau suprachiasmatique, incroyable, SCN, situé dans l'hypothalamus. Donc lorsque la lumière solaire
pénètre dans les yeux, elle déclenche ces cellules pour envoyer des signaux au SCN qui synchronisent ensuite l'horloge interne du corps au cycle naturel jour-nuit de l'environnement. Voilà. Donc Huberman spécifiquement suggère que s'exposer à la lumière solaire dans la première heure après le lever du soleil est déterminant pour établir un cycle sommeil-éveil adéquat. Cette exposition à la lumière naturelle le matin aide à supprimer la production de mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil, grossièrement, nous rendant plus alertes pendant la journée et favorise la production d'autres hormones comme le cortisol qui aide à réguler les niveaux d'énergie. De plus, cette exposition à la lumière matinale peut également conduire à une augmentation de la production de mélatonine le soir, nous aidant à nous endormir plus facilement la nuit. Et si je le paraphrase comme un boucher, c'est plus efficace de le faire tôt le matin parce que le spectre de lumière à ce moment contient des niveaux plus élevés de lumière bleue. Donc, vous devez mettre votre visage en exposition directe sans regarder le soleil frontalement. Et à ce moment, toujours selon lui, le matin, dans la première heure de lever du soleil, et c'est selon lui, et je vous rappelle qu'il est neuroscientifique spécialisé en ophtalmologie, donc c'est OK de regarder le soleil donc avec vos yeux directement à ce moment de la journée, mais jamais jusqu'au point où vos yeux piquent ou vous font mal, ou vous commencez à voir flou ou noir. Jamais jusqu'à ce point-là. Jamais jusqu'au point où ça vous brûle les yeux, mais globalement, vous pouvez faire le test. Dans la première demi-heure, première heure de lever du soleil, l'intensité des rayons bleus, des rayons ne sont pas suffisamment puissants pour vous aveugler complètement et c'est OK de regarder le soleil directement. Bon, peu importe, quoi qu'il arrive, on peut se tenir à l'idée d'exposer votre tête, votre visage au soleil et globalement, les rayons vont quand même pénétrer vos yeux même si vous ne regardez pas le soleil directement. Si il fait beau, c'est 5 minutes. Si il ne fait pas super beau et que le ciel est couvert, c'est OK, les rayons passent quand même à travers et vous devez juste y passer 10-15 minutes au lieu de 5. Donc s'il y a un peu de nuages, 10 minutes. Si c'est vraiment très couvert, les rayons pénètrent quand même de 30 à 40% à travers les nuages. Donc si vous passez un quart d'heure, c'est pareil, ça produira le même résultat. Niveau ratio effort-résultat, on n'est encore pas dégueu. 5 minutes de soleil le matin pour une qualité de sommeil et d'éveil largement améliorée. À nouveau, ça sera encore une belle connerie de marcher sur le billet de sang que je vous pose par terre. Et la différence, elle est complètement dingue. Si vous avez écouté le podcast 94, j'étais à Manille récemment aux Philippines, dans une cave. J'habitais dans une cave. L'appartement que j'ai loué, il était pourri. Niveau luminosité, j'étais sous lumière artificielle toute la journée. Et mon balcon était caché du soleil par la tour d'en face. En fait, c'était un appartement en enfilade, on peut appeler ça. Il y avait la porte d'entrée, la cuisine, salle de bain, le salon, et derrière, il y avait la chambre. Sauf que la seule fenêtre de tout l'appartement, elle était dans la chambre. Et il y avait une cloison entre la chambre et le salon. C'est-à-dire que le salon, la cuisine et la salle de bain, c'était uniquement sous lumière artificielle. Et la chambre était toute petite, donc je ne bossais pas dans la chambre. Et le balcon, là où venait la lumière, de toute façon, le soleil était caché par une énorme tour de 50 étages en face. Donc, je vivais dans une cave. Complètement. Outre le fait que ça a littéralement ruiné l'intégralité de ma joie de vivre, d'être dans le noir pendant un mois, ça a aussi détruit la qualité de mon sommeil parce que je m'endormais beaucoup plus tard, je me réveillais plus tard et j'allais m'exposer relativement tard au soleil. Sans compter les jours où j'avais la flemme d'attendre l'ascenseur pendant 5 minutes pour descendre en bas pour voir le soleil. Bref, grâce au contraste extrême que ça a produit, aujourd'hui on est à Phuket, en Thaïlande, et j'ai pris l'appartement le plus lumineux du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que vous entendez les gosses qui jouent dehors, parce que ça y est, on est en Thaïlande, c'est plus les Philippines, il y a du bruit partout autour. Bon bref, j'espère qu'on n'entend pas trop. Donc, je vous montre en vidéo pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube. Pour les autres, il y a 2 énormes baies vitrées et 7 ou 8 fenêtres au total dans l'appartement, en plus d'un balcon exposé spécifiquement pour m'assurer d'avoir le lever du soleil dans la face. Donc au-delà du soleil le matin, c'est aussi le niveau d'ensoleillement total de la journée qui compte. C'est simple, plus vous êtes exposé à la lumière naturelle, plus votre cycle circadien sera calqué dessus et mieux vous dormirez. Donc plus d'énergie dans la journée, donc meilleure humeur, donc meilleure vie. Et grâce à ce contraste, j'ai aussi appris que la luminosité et le niveau d'ensoleillement de mon logement étaient désormais ma priorité absolue. Je n'avais jamais mesuré l'importance avant, puisqu'en Roumanie, j'habitais dans un appart avec 17 fenêtres,
puisque j'étais sur un boulevard, et que littéralement l'intégralité du logement était en fenêtre, sauf les colonnes porteuses. Donc là, grâce au contraste de la cave dans laquelle j'ai vécu pendant un mois à Manille, je me rends compte que la luminosité et le niveau d'exposition à la lumière du jour du logement, c'est absolument indispensable et prioritaire pour moi maintenant et à l'avenir. Et pour vous, c'est une question d'opportunisme. Dès que vous avez l'opportunité d'être dehors plutôt que dedans, faites-le. Faites-le. Alors bon, pour les travaux, pour ceux qui travaillent dans des bureaux, dans des usines, dans des bâtiments fermés avec de la lumière artificielle, ça peut être compliqué. Mais dès que vous avez une pause, dès que vous avez l'opportunité d'aller dehors pour vous exposer à la lumière du jour, faites-le, c'est extrêmement important. Idéalement, après 10h30, 11h, vous évitez d'exposer directement votre visage pour le vieillissement de la peau. Mais avant ça, c'est plein pot. Entre le moment où le soleil se lève et jusqu'à 10h30, 11h et après 17h, vous pouvez parfaitement exposer votre visage au soleil. Et sur le plan évolutionniste, ça fait parfaitement sens comme mécanisme, puisqu'on avait l'habitude de calquer notre rythme de sommeil et d'éveil en fonction du lever et du coucher du soleil. Ben là, forcément, vous disruptez tout ça si jamais vous êtes exposé uniquement à de la lumière artificielle pendant la journée. Bon, bref, c'était l'habitude numéro 2, exposer votre visage au soleil pendant 5 minutes, pendant la première heure du lever du soleil tous les jours. Et croyez-moi, ça fait vraiment, vraiment la différence. Et à nouveau, en termes d'effort, on a vu plus compliqué. Pour améliorer votre santé, on a déjà vu des trucs plus compliqués que ouvrir votre fenêtre et exposer votre visage, ne rien faire, exposer votre visage au soleil pendant 5 minutes et pourtant les résultats que ça produit sont conséquents. Habitude numéro 3, bœuf et œuf tous les jours. Premièrement, il n'y a pas beaucoup, voire très peu d'influence entre le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin. Ça n'est pas parce que vous mangez un aliment riche en cholestérol que cela va se répercuter sur votre panel lipidique. C'est davantage la consommation d'acides gras saturés qui influence votre panel lipidique et le surpoids chronique, etc. Et l'inflammation chronique, bref. Donc, manger un aliment riche en cholestérol ne va pas influencer vos niveaux de cholestérol sanguin ou très peu. Et ça, on le sait depuis 2010-2011. Donc, ceux qui continuent à être obsédés par « mange pas de cholestérol, il faut manger des aliments pauvres en cholestérol parce que sinon ton cholestérol va exploser », par la fenêtre. Deuxièmement, la mesure du panel lipidique avec une mauvaise interprétation est complètement pourrie. On ne va pas faire un cours dans ce podcast parce que tout le monde s'en fout, mais mesurer de façon isolée le cholestérol total, le HDL et le LDL, puis les triglycérides et tirer des conclusions sur vos risques cardiovasculaires juste avec ça en disant « Ok, ton LDL c'est ça, donc tes risques. Oh, ton HDL c'est ça, donc c'est pas bien. Tes triglycérides c'est ça. » Et le cholestérol total, de toute façon, n'a aucun intérêt, mais bref. Sans un contexte général, sans analyse des antécédents familiaux et sans croisement de données actuelles et passées, c'est de la merde. La base pour être un tout petit peu moins débile sur le panel lipidique, c'est de regarder le ratio HDL sur triglycérides. Et donc, ratio HDL sur triglycérides, c'est le meilleur croisement que vous puissiez faire avec un panel lipidique de base. En général, votre médecin il vous file cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides, peut-être VLDL, mais quasiment jamais en vérité en France. Donc, la meilleure façon de tirer des données fiables de ce panel lipidique basique, c'est de regarder le ratio HDL sur triglycérides. Bien plus important que de regarder le LDL total, HDL sur triglycérides. Et si vous êtes à 1 pour 1 ou supérieur à 1, c'est-à-dire si vous avez plus de HDL que de triglycérides, vous êtes globalement increvable sur le plan cardiovasculaire. Si vous êtes à 0,5 pour 1, c'est pas trop mal. C'est-à-dire si vous avez 0,4 HDL pour 0,8 triglycérides, c'est pas idéal, mais ça commence à être correct. 1 pour 1, c'est-à-dire 0,7 HDL pour 0,7 triglycérides, vous êtes increvable. Et si vous êtes en dessous 0,5 pour 1, c'est-à-dire que si vous avez 2, 3, 4 fois plus de triglycérides que de HDL, là, ça commence à être à risque sérieux pour les événements cardiovasculaires. Et pour être beaucoup moins débile que ça dans l'interprétation du panel lipidique, il faut faire la mesure de lipoprotein B. Donc c'est en français ApoB
je sais même pas ce que c'est en français. De toute façon, c'est la même dénomination. Lipoprotéine B, qui mesure de façon fiable le nombre de molécules ApoB 100 par particule de LDL. Donc, ce que fait ce test ApoB, cette analyse sanguine ApoB, c'est qu'on mesure le nombre de molécules ApoB 100 par particule de LDL. Et si ça, c'est élevé, on a un indicateur correct d'évaluation des risques cardiovasculaires encourus par l'individu. Et on peut balancer tout par la fenêtre. C'est-à-dire que si vous devez regarder une seule chose plus que le panel lipidique complet, c'est ApoB. Idéalement, vous regardez le ratio HDL sur triglycérides et ApoB pour avoir une mesure relativement fiable du truc. Mais si vous avez un seul test à faire, c'est ApoB. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a toujours les neuneux du web qui vivent encore en 2003, qui sont convaincus que les œufs et le bœuf vont vous tuer d'une crise cardiaque à cause du cholestérol. Dommage pour eux, on a des types brillants avec une autorité indiscutable dans le domaine comme Peter Attia, comme Layne Norton, qui expliquent en long et en large et en travers que c'est de la connerie. Et accessoirement, vous avez un type qui mange 200-300 grammes de bœuf et 4-5 œufs par jour depuis des années, qui a des indicateurs de santé parfaits. C'est moi ce type. Et pour les œufs, ça fait 11 ans que j'en mange 4-5 par jour. J'ai le meilleur panel lipidique que j'ai vu de ma vie entière, alors que j'ai pourtant analysé des milliers de prises de sang d'élèves. Mon ratio HDL sur triglycérides est supérieur à 1, alors que je mange 5 œufs par jour et que je mange 200-300 grammes de bœuf par jour depuis des années. J'ai un ratio HDL sur triglycérides supérieur à 1 et j'ai un ApoB inférieur à 70. Et globalement, sans médicaments, sans statine, c'est quasiment impossible de descendre le ApoB en dessous de 60, donc 70. Alors bon courage pour venir me chercher et me dire de manger moins d'œufs parce que c'est dangereux pour ton cholestérol. Désolé, j'ai le meilleur panel lipidique qui existe sur Terre. Peut-être pas sur Terre, mais sans intervention moléculaire, c'est assez rare. Le bœuf, on a fait suer pendant des années sur les risques liés à la surconsommation de fer et au risque des acides gras saturés. Bon, déjà, chez les femmes, le risque de la surcharge de fer dégage grâce aux menstruations. Et pour les hommes en bonne santé, le corps est pas trop mauvais pour réguler l'absorption. On remerciera également mon corps pour ma ferritine parfaite, ma CTFI parfaite, ma saturation de transférine parfaite et le fer sérique parfait aussi, malgré le fait que je mange 2 à 300 grammes de bœuf quotidiennement depuis 2019. Alors, on peut jouer le jeu des bénéfices ou alors le jeu de tester et comprenez. Si je vous liste les nutriments de choline, de biotine, de cuivre, de zinc, de fer, de B6, de phosphore et tout ce que vous ne trouvez nulle part ailleurs autant biodisponible que dans le bœuf et les œufs, c'est super. Vous n'allez rien retenir. Je peux vous dire, voilà, dans 100 grammes de bœuf, il y a tant de cuivre alors qu'il vous faudrait X milliers de grammes de légumes pour avoir autant. Non, ça n'a aucun intérêt. Vous n'allez absolument rien retenir. Si je vous dis, écoutez, à partir de demain, mangez 100 grammes de bœuf et 2 œufs par jour pendant 3 semaines, puis analysez. Faites ça. 100 grammes de bœuf, 2 œufs par jour. On est très loin de ce que je fais moi, mais c'est OK. On démarre humblement et de toute façon, la plupart des gens n'ont pas besoin de beaucoup plus que ça pour sentir les bénéfices concrets. 100 grammes de bœuf, 2 œufs par jour à partir de demain pendant 3 semaines. Et vous analysez comment vous vous sentez au niveau de l'appétit, au niveau de l'humeur, au niveau de l'énergie, au niveau de la force, au niveau du ressenti. Et là, vous allez être convaincu par le truc. Je n'ai pas besoin de vous lister la liste complète de nutriments et de bénéfices potentiels théoriques que vous allez retenir, que vous allez obtenir grâce à cette consommation de 100 grammes de bœuf et 2 œufs par jour. Non, alors que si vous le faites, vous allez le ressentir réellement, concrètement, et là, vous allez être convaincu. Donc, testez et choisissez ce qui améliore le plus votre vie. Mangez des haricots rouges et du soja, ou alors mangez du bœuf et des œufs. Alors, ouais, c'est pas politiquement correct et c'est pas par idéologie totalitaro-véganisme friendly, ça marche pas. Ça marche pas, le bœuf et les œufs, non, mais comment tu peux dire un truc pareil en 2024, ça va pas, c'est pas bon pour la planète.
venant de personnes qui habitent, je sais pas, à Paris intramuros et qui n'ont jamais été dans le tiers-monde pour comprendre ce que c'est la vraie pollution et à quel point les gens en ont plus ou moins rien à foutre ici de tous ces trucs-là. Et peu importe la quantité monstrueuse d'efforts que vous allez faire pour trier les sacs jaunes et tout ça, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que un peu de contexte global et sortir un peu de ces œillères Paris intramuros, je sais pas quoi, ou juste ces œillères Occident, Europe de l'Ouest, et aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, ou juste essayer de comprendre ce qui se passe ailleurs en termes de pollution, et ça remet l'église au milieu du village. Bref. Ok, c'est pas véganisme totalitaire, friendly de dire de manger du bœuf et des œufs, mais j'en ai rien à foutre. Puisque j'ai des centaines de témoignages de nanas qui ont amélioré drastiquement leur santé grâce à ce conseil spécifique. Juste, mange 100 grammes de bœuf, un steak haché et 2 œufs par jour. C'est tout, rien de plus, change rien, tu vas voir. Et il y a eu des transformations de dingue juste avec ça. Anémie et aménorrhée qui dégagent grâce à un truc aussi simple. C'est quand même pas à mettre sous le tapis. Bref, faites-en ce que vous voulez, mais là encore, on a un truc qui demande comme effort majeur de mettre un coup de fourchette dans un steak haché, de le mettre dans votre bouche et de mâcher pour des résultats physiques absolument énormes si vous tenez l'habitude à moyen et long terme. Et de toute façon, toutes les femmes ou presque mangent trop peu de protéines et de fer, pareil pour la biotine et la choline des jaunes d'œufs, donc qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien, rien du tout. Voilà, pour l'habitude numéro 3. Pareil, niveau effort pour résultats potentiels, franchement, c'est pas très dur de faire cuire 2 œufs et un steak haché. Habitude numéro 4. Arrêtez les écrans. On est plus sur un truc de santé mentale, mais j'avais envie de le placer tellement ça change ma vie depuis plusieurs semaines. Ça fait des années que j'arrête les écrans. En fait, j'arrête les écrans toutes les semaines depuis 4-5 ans. Comme ce type qui arrête de fumer 20 fois par an, mais qui n'y arrive jamais, probablement parce qu'il ne le veut pas suffisamment. Et j'étais probablement coupable de la même situation. J'ai enfin trouvé la solution pour arrêter et c'est absolument magnifique. En 2020, on a tous passé plus de temps sur écran qu'auparavant dans l'emprisonnement généralisé qu'on a tous subi contre le virus qui a tué, je vous le rappelle, 90% de la population humaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un événement majeur. Il y a 6 milliards de personnes qui sont mortes à cause de ce truc de dingue. Bref. Je crois qu'en sortie du premier confinement, ma moyenne de temps d'écran par jour était à 5h30. 5h30 sur écran par jour. Et j'ai paniqué parce que sur ces 5h30, je devais me souvenir de 30 minutes au maximum. Si on me demandait « T'as fait quoi exactement aujourd'hui sur écran pendant tes 5h30 ?» je pouvais répondre que j'ai regardé un type qui construit une cabane dans la forêt et un tuto sur comment dresser son cochon d'Inde pour qu'il arrête de mordre alors que je n'ai pas de cochon d'Inde et que je ne me suis jamais fait mordre par celui de ma sœur. Bref, c'est du vol. C'est du vol et j'ai réalisé à ce moment-là que mon temps précieux m'était volé par du divertissement complètement trivial au point que je l'oubliais dans la foulée. 5h30 passées sur écran, qu'est-ce que tu as retenu de ces 5h30 ? Que dalle, je ne me souviens plus du tout ce que j'ai regardé. Et ça, c'était tous les jours. Et depuis ce moment, j'ai essayé de réduire ce temps sur écran constamment. Constamment, j'ai essayé sans succès. Et c'est la moyenne française, 5h34 sur écran par jour. 5h34 par jour. Donc j'étais juste dans la moyenne, c'était même pas largement au-dessus. Juste 5h30 par jour, c'est la moyenne des Français. En dehors des heures d'écran au travail. Ça veut dire que tous les jours, 334 minutes sont envolées en divertissement pur sur écran. Et si vous êtes OK avec ça, c'est cool. Écoutez même pas cette habitude, l'habitude numéro 4, passez directement à la suivante, c'est OK. Si vous êtes d'accord avec le fait de passer 5h30 par jour sur écran à vous divertir, pourquoi pas. Mais si, comme moi, vous avez l'impression que c'est horrible, que vous avez des tonnes de trucs à faire, à accomplir, que comme moi, vous voulez passer plus de temps à lire, à discuter avec vos amis, à jouer avec vos enfants, se faire voler 5h30 par jour, c'est presque comme si on kidnappait mes gosses et mes amis pendant 20% du temps quotidien. Et je l'ai mal vécu. Et jusqu'au mois dernier, je le vivais encore mal, très mal. Parce que même avec la motivation, la volonté, la rationalisation, je descendais à 3 heures d'écran par jour.
Puis inlassablement, ça finissait par remonter. Et on a tous un penchant naturel pour le divertissement facile. La dopamine gratos et les algorithmes des réseaux sociaux, des jeux, des plateformes sont trop bien faits. Ils gagnent à chaque fois contre notre volonté et notre motivation d'arrêter ça. Donc, j'ai réfléchi. Et je suis arrivé au point de non-retour dans lequel arrêter les écrans est une véritable priorité puisque je ne supportais plus l'idée de me faire voler ma vie par des vidéos à la con sur Instagram ou sur YouTube. Alors je vous répète régulièrement que dans votre rééquilibrage alimentaire, tout ce qui réclame de la motivation et de la volonté doit être remplacé par de la logistique. Alors ne pas aller sur YouTube, ça me réclame de la volonté. Comment je remplace ça par de la logistique? Eh bien, il me fallait un moyen de ne pas pouvoir aller sur YouTube. Donc j'ai installé un bloqueur d'applications qui fonctionne à la fois sur mon ordi et sur mon portable. Et il a un mode ultra strict dans lequel c'est quasiment impossible de contourner la règle. Je dois presque remettre le portable en mode usine pour pouvoir désinstaller l'application et à nouveau aller sur l'écran. Donc, c'est-à-dire que le niveau d'effort et de contrainte à fournir pour contourner la règle du blocage d'application, il est tellement énorme qu'en fait, bon, je prends mon mal en patience et j'aurai accès à mon portable dans 5-6 heures. Et grâce à ça, je ne passe plus que 50 minutes par jour sur écran. C'est-à-dire que j'ai gagné 4h40 de vie quotidienne. Et c'est magique. Alors voilà à quoi ça ressemble pour moi dans mon cas. À partir de 20h le soir, tout est bloqué. Absolument tout. Je n'ai accès qu'au rééquilibrage alimentaire et rien d'autre. Et à part pour la partie pro, pas de YouTube, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de messagerie, rien. Sur mon portable, je peux juste appeler ou envoyer des SMS. C'est tout. Et sur mon ordi, pareil, je ne peux rien faire d'autre que bosser. J'ai pas accès à YouTube, j'ai accès à rien de perso. C'est juste, j'ai accès au rééquilibrage alimentaire pour gérer des trucs urgents à droite à gauche, mais c'est tout. Donc, à partir de 20h tous les soirs, tous mes écrans sont bloqués. Je peux absolument rien regarder. Ok, je peux allumer la télé et regarder des télés en taille. Super. Et c'est complètement bloqué jusqu'au lendemain à 13h30. C'est-à-dire que de 20h le soir jusqu'au lendemain à 13h30, je ne peux que bosser sur écran. Je ne peux rien faire d'autre que bosser. Puis, à partir de 13h30, tout se débloque. Et là, vous dites, attends, 13h30 jusqu'à 20h30, tu as quand même le temps d'aller passer 5 heures sur écran, si tu veux. Mais non, parce qu'à partir de 13h30, tout se débloque, mais il y a des limites. J'ai accès à YouTube pendant 30 minutes au total, et dès que j'ai le quota, ça bloque jusqu'au lendemain 13h30. J'ai accès à Instagram pendant 15 minutes au total, et dès que j'ai le quota, ça bloque jusqu'au lendemain 13h30. Donc c'est-à-dire que si le mardi à 14h, je vais passer une demi-heure sur YouTube, boum, à 14h30, ça bloque et j'ai plus du tout accès à YouTube jusqu'au lendemain à 13h30. Même chose pour Instagram, sauf que c'est que 15 minutes. Le reste, c'est pas bloqué, mais en gros, je peux juste apprendre l'espagnol avec Pimsleur ou répondre à mes messages sur Telegram et parler avec ChatGPT. Super. Voilà ce que je peux faire entre 13h30 et 20h tous les jours. Parler avec ChatGPT, apprendre l'espagnol, répondre à des messages sur Telegram, passer 15 minutes sur Instagram ou passer une demi-heure sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que je peux faire, rien de plus. Donc, c'est comme ça que je suis passé de 5h30 à 50 minutes maximum par jour sur écran et que j'arrive à le tenir. Sans avoir besoin de motivation, sans avoir besoin de volonté, sans avoir besoin de lutter contre les algorithmes. C'est juste la logistique qui gère le problème pour moi. L'appli que j'ai installée, ça s'appelle Jomo, J-O-M-O, et c'est pas du tout un truc sponsorisé, c'est l'appli que j'ai trouvée. Ça me semble être la meilleure parmi celles que j'ai testées et que j'ai utilisées. Résultat, je lis plus, je travaille plus et je passe plus de temps en famille, je vais me promener, je fais des siestes, je m'entraîne plus longtemps. De toute façon, j'ai que ça à faire. Faire des siestes, me promener, travailler plus, m'entraîner plus. Et voilà, et j'ai gagné comme ça 4h40 d'écran par jour. Et je m'ennuie aussi. J'ai recommencé à m'ennuyer et ça, c'est génial parce que plus personne ne s'ennuie en 2024. Et quand vous avez la capacité à faire quelque chose que plus personne d'autre ne peut faire, eh ben, c'est généralement un avantage énorme à moyen et long terme. Je me sens aussi moins stressé, je vis ma vie au lieu de la comparer à celle des autres et truc incroyable que j'ai découvert, waouh, c'est pas dramatique d'apprendre uniquement le lendemain à 14h30 qu'Enzo qui est en Colombie a mangé dans un resto super sympa hier soir. C'est-à-dire que regarder sa story à 21h dans mon canapé, oh trop bien, il est dans un resto trop cool en Colombie à Bogota, que je l'apprenne le mardi soir à 21h ou que je l'apprenne le mercredi à 14h30 quand mon portable est débloqué, ça change
absolument rien. Et ce faux sentiment d'urgence et de disponibilité, c'est complètement con. Parce que si quelque chose est suffisamment urgent, quelqu'un m'appellera pour le dire. Entre 20h et 13h30, s'il y a un truc absolument urgent qui doit arriver, on m'appellera. J'ai pas besoin de rafraîchir Instagram ou de rafraîchir Google ou l'actualité constamment pour être alerté d'un truc urgent. Soit ça attendra 13h30, 14h le lendemain, soit quelqu'un m'appellera, m'enverra un message pour me le dire. Et c'est un truc d'arrogance immense de croire qu'on a besoin d'être joignable et d'être tenu informé de tout le temps, à tel point que c'est flippant d'avoir ces écrans complètement bloqués 17 heures par jour comme je le fais. Et c'était ma réaction initiale. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être extrême comme moi, mais si vous avez l'impression que le temps passé sur vos écrans apporte plus de négatif que de positif dans votre vie, si vous pensez que votre santé mentale bénéficierait grandement d'une réduction de divertissement pour vous concentrer sur vous et votre vie, installez une app de blocage. Le niveau d'effort, c'est juste d'installer l'application, ensuite vous êtes dos au mur. Votre portable est bloqué et c'est votre problème de combler le vide. Cuisiner plus, apprendre une langue, faire plus de sport, faire la sieste, lire un livre, en écrire un peut-être, faire du yoga, repeindre la cabane du jardin, aller promener le chien, jouer avec vos enfants. Vous pouvez faire tout ça. Alors j'avais besoin de vous en parler parce que l'excuse de « j'ai pas le temps »,« Maël, j'ai pas le temps », ça commence sérieusement à me casser les pieds. « Maël, je peux pas faire cuire des légumes pour le soir, j'ai pas le temps. »« Maël, je peux pas marcher 10 000 pas par jour, j'ai pas le temps. » Ok, donc ta priorité, c'est d'être sur Facebook. C'est pas de faire 23 kilos de moins. Ta priorité, c'est d'être sur Facebook, pas de peser 23 kilos de moins. Mais si, Maël, ma priorité, c'est de faire 23 kilos de moins, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ok, monte ton portable, montre-moi ton portable. Général, paramètres, activité, relevé d'activité, 5h20 par jour. 5h20 par jour sur portable, sur iPad, sur la télé. 5h20 par jour. Faire cuire 2 courgettes et aller faire le tour du quartier, ça prend 45 minutes. À un moment, il faut appeler un chat un chat. J'ai pas le temps parce que passer 5h20 par jour sur mon portable est une priorité par rapport au fait de marcher 10 000 pas, point barre. C'est ça la vérité. Passer 5h20 par jour sur mes écrans à me divertir, c'est plus important pour moi que de peser 23 kilos de moins. Parce que si ça n'était pas le cas, je passerais uniquement 4 heures par jour sur mon portable et le reste du temps, je ferais une séance de muscu de 30 minutes, je ferais cuire des légumes et j'irais marcher. Voilà la vérité. Rien à foutre de l'histoire de « je dois me détendre, je dois me relaxer, c'est important pour moi de passer du temps à jouer à mes jeux mobiles et à regarder Netflix. » Ok. Est-ce que 4h30 d'écran, c'est insuffisant pour te détendre? On parle de passer de 5h30 à 4h30. Ça me paraît pas mal et avec ça, tu pourras aller marcher 5000 pas de plus et faire une soupe maison. Voilà. Donc, cette histoire de « j'ai pas le temps », ça me casse vraiment les pieds et il faut appeler un chat un chat. Si vous passez 5h20 sur écran par jour, si vous passez 5h, 4h30, 4h par jour sur écran, ça reste énorme et vous pouvez probablement couper 1 heure là-dedans pour le dédier à votre perte de poids, au fait d'aller marcher, au fait de faire cuire des légumes, au fait de préparer des repas à l'avance pour le lendemain midi, etc. D'ailleurs, en parlant des pas, habitude numéro 5. Marcher 15 minutes après chaque repas. Celle-là, j'en ai parlé 68 fois auparavant, mais elle est obligée de figurer une fois de plus là-dedans. Vous finissez un repas, vous faites la vaisselle, vous mettez vos chaussures et vous allez marcher 15 minutes. Ça va abaisser l'amplitude du pic de glucose sanguin, ça va améliorer votre sensibilité à l'insuline, ça va améliorer la partition des nutriments et l'assimilation, ça va améliorer votre digestion et réduire les gaz. C'est un billet de 50 € à ramasser. Et c'est pas une blague. Je vous ai fait le test dans un mail récent que j'ai envoyé. Je pique mon doigt avec mon glucomètre 45 minutes après un repas. Donc, je mange, 45 minutes après, je pique mon doigt avec le glucomètre et je mesure mon taux de glucose sanguin. Le premier jour, sans avoir marché, donc je mange mon repas, un repas précis avec du riz, des légumes, du bœuf. Je mange mon repas. 45 minutes après, je pique mon doigt et mon niveau de glucose sanguin est à 130. Le deuxième jour, je mange exactement le même repas, exactement à la même heure, exactement dans les mêmes conditions, sauf que je vais marcher 15 minutes après le repas et mon niveau de glucose sanguin ce jour-là est à 100. C'est extrêmement efficace de marcher 15 minutes après le repas pour lisser
abaisser l'amplitude du pic de glucose après le repas, le pic d'insuline. Ça peut se faire sur un tapis de course, vous pouvez le faire sur un vélo d'appartement, sur un vélo elliptique, sur un rameur, peu importe. Vous pouvez le faire dehors ou à l'intérieur, on s'en fout, c'est la même chose. Pour le rythme, vous faites un truc moyennement soutenu, à la frontière entre la marche rapide et la marche normale pour aller chercher le pain. Si vous n'avez pas 15 minutes, 7, 8 minutes, c'est déjà largement mieux que rien. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'en ai parlé en détail de tous les bénéfices et des conseils d'organisation logistique des 3 fois 15 minutes de marche dans un podcast précédent. Ok, ça demande un peu plus d'effort que les autres, mais mettre un pied devant l'autre pendant 15 minutes après avoir mangé, on a vu pire en termes de sacrifice. Habitude numéro 6. Dans le module 3 du programme Rééquilibrage alimentaire, je fais une vue d'ensemble du hazard ratio lié à l'entraînement de musculation. Succinctement, pour cet épisode, on parle de 3.0 pour la force et de 2.0 pour la masse musculaire. C'est-à-dire que si vous faites partie du top 20% de force physique de votre tranche d'âge, vous avez 200% de réduction du risque de mortalité, toutes causes confondues. Si vous faites partie du top 20% de masse musculaire de votre tranche d'âge, vous avez 100% de réduction du risque de mortalité, toutes causes confondues. C'est-à-dire que vous faites partie du top 20% de force pour votre tranche d'âge et votre sexe, vous réduisez vos risques de mort, toutes causes confondues, de 200%. C'est absolument énorme. C'est-à-dire que si on prend 100 nanas qui ont votre âge, dans votre tranche d'âge, à 5 ou 10 ans, on vous fait tous faire un exercice, on vous fait tous faire des pompes. Si vous faites plus de pompes que 80% des nanas dans le test, votre risque de mortalité est réduit de 200%. C'est tout. Vous avez juste besoin de faire partie. Et croyez-moi, déjà, on a 50-60% des femmes de votre tranche d'âge qui ne sont pas capables de faire une pompe ou 2 pompes. Pour faire partie du top 20% en force physique de votre tranche d'âge, vous devez faire, pour les pompes, vous devez probablement faire 5 pompes, 6 pompes. Si vous êtes capable de faire 5 ou 6 pompes, votre risque de mortalité est réduit de 200% par rapport au bottom 20% de votre tranche d'âge. Donc, entrer dans le top 20%, c'est atteignable avec très peu d'entraînement et en très peu de temps. Le minimum viable pour la musculation, c'est 2 fois 25 minutes par semaine. Ça reste relativement réaliste de dire que vous allez y consacrer 3 fois 30 minutes, soit 1h30 par semaine. Donc, c'est-à-dire que le minimum viable, c'est 2 fois 25 minutes, mais idéalement, pour obtenir le meilleur ratio effort-résultat, vous devriez faire 3 fois 30 minutes par semaine. Et là, on commence à être déjà très très bien. Juste avec ça, vous pouvez prendre de la masse musculaire et de la force au point d'arriver dans le top 20% de votre tranche d'âge. Donc, réduire vos risques de mortalité, toutes causes confondues. Et là, c'est carrément un billet de 500 à ramasser par terre. On parle d'avoir un peu de matos chez vous. Un TRX, une paire d'haltères réglables et quelques élastiques. Puis d'y passer 1h30 par semaine, soit 1% du temps total pendant lequel vous êtes réveillé par semaine. 1% du temps éveillé par semaine, si vous dormez 8 heures par nuit. Donc, pour obtenir une réduction de plusieurs centaines de pourcents de risque de mortalité par rapport à si vous ne le faisiez pas. Donc, je sais qu'en termes de chiffres, ça paraît très théorique et conceptuel, mais en pratique, vous êtes littéralement en train de prolonger votre espérance de vie de plusieurs années juste avec un investissement ultra minime de 90 minutes par semaine. En plus de la recomposition corporelle, c'est-à-dire que vous perdez du gras avec votre rééquilibrage alimentaire et vous prenez du muscle en même temps avec vos séances. Donc, votre transformation physique et votre apparence visuelle va être incroyable. Vous optimisez votre production hormonale, vous favorisez l'oxydation du gras, vous améliorez vos indicateurs de santé, vous réduisez le risque de blessure grâce au renforcement de votre structure osseuse, musculaire et tendineuse, vous résolvez des douleurs existantes. C'est véritablement dingue. Et je vous l'ai dit, avec 2 fois 25 minutes par semaine, vous ramassez déjà un bon billet par terre. Mais idéalement, vous y consacrez 3 fois 30, 40 minutes et ça fait une différence abyssale par rapport à l'absence totale d'entraînement. C'est vraiment complètement dingue. Ça, c'était la 6e habitude. Habitude numéro 7. Manger plus de fruits. Et c'est la dernière.
Tout le monde parle des légumes. Manger plus de légumes, les vitamines des légumes, les fibres des légumes, les antioxydants des légumes, mais les fruits, ça semble beaucoup moins populaire. Pourtant, c'est aussi largement sous-consommé. C'est plus simple à transformer, c'est plus simple à transporter et à consommer. C'est souvent meilleur au goût que les légumes. Les gens ont tendance à préférer les fruits que les légumes. Il y a moins d'antinutriments dans les légumes et sur le plan logistique, ça peut vous servir d'alternative très facile. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile à digérer que les légumes également et ça peut aussi désamorcer des situations de grignotage, de craquage potentiel avec le goût sucré des fruits. Bref. Ce 6e point, il existe aussi pour remettre l'église au milieu du village. L'idée selon laquelle les fruits sont à limiter car sucre et calories, trop de calories dans les fruits, trop de sucre dans les fruits, c'est n'importe quoi. Boire des jus de fruits, manger des compotes, faire des smoothies, là ok. Là ok, l'argument de calories et de sucre, il est recevable. Pourquoi ? Parce que vous avez modifié la matrice de l'aliment. Il est dénaturé, donc techniquement, vous n'êtes plus en train de manger un fruit. Vous buvez un fruit, vous mangez une compote, vous buvez un smoothie, vous n'êtes pas en train de manger un fruit brut. Donc boire un verre de jus d'orange, c'est faisable en 30 secondes et vous pouvez même en boire 3 sans problème. Mais manger 3 oranges pour l'équivalent du verre, vous ne le ferez jamais en une seule fois et vous aurez les fibres, la mastication, donc l'indice de satiété, plus la réduction du pic de glycémie parce que vous avez les fibres, etc. etc. Donc, personne ne grossit ou ne s'empêche de maigrir à cause des fruits. C'est n'importe quoi. En moyenne, même si vous mangez 800 grammes de fruits par jour, ce que personne ne fait, quasiment, sauf moi, ça ne représente que 300-350 calories. Sur vos 1700 calories de déficit réel, c'est absolument ridicule. Accuser les fruits de faire grossir, c'est vraiment le plan d'hypocrisie totale. Un kiwi, une orange, 300 grammes de fraises et des myrtilles, tout ça pour les calories d'un Kit Kat. Tout ça, ça fait les calories d'un Kit Kat. Et vous vous laissez convaincre que les gens surconsomment les fruits quand en réalité, ils bouffent juste un Kit Kat de trop après le déjeuner. Sans déconner, croire que les fruits font grossir, c'est accepter l'idée pragmatique que un kiwi, une orange, 300 grammes de fraises et des myrtilles, ça fait l'équivalent calorique d'un Kit Kat. Et vous arrivez à croire et à penser que ce sont les fruits qui font grossir plutôt que le mensonge conscient ou inconscient des gens qui « je comprends pas, j'arrive pas à maigrir alors que je mange bien, je pense que ça vient des fruits ». Alors qu'en fait, ils sont juste en train de bouffer un Kit Kat après le déjeuner, des pépitos au goûter le mercredi après-midi avec leurs enfants. Mais non, ça vient des fruits. Ça vient des fruits, c'est les fruits, c'est pas les Kit Kat, les pépitos et les chipsters. Évidemment que ça vient pas des fruits. Évidemment que c'est complètement con de croire que les fruits font grossir ou empêchent de maigrir. Donc, pour la satiété, les nutriments, la praticité, pour limiter les grignotages, mangez plus de fruits. En collation avec du skyr ou un shaker de protéines, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Boum, à 10h30, un fruit, une pomme et un skyr. À 16h, des fraises et un shaker de protéines. C'est vraiment l'idéal. Alors, en pratique, comment on organise ces 45, 60 minutes, je ne sais pas combien de temps on en est, 60 minutes de théorie de façon concrète et applicable dans votre vie. Alors, puisque je ne connais pas spécifiquement votre vie, on va prendre l'exemple de Corinne en coaching. Elle a 34 ans, elle bosse au service des titres d'identité à la mairie de Poitiers. Son mari, ses 2 enfants et elle habitent dans une maison en périphérie proche de la ville. Elle va au boulot en voiture, elle revient en voiture, elle fait 35 heures par semaine, classique, fonctionnaire. Donc, la semaine type pour elle en appliquant les 7 points du podcast, enfin la journée type. Elle se lève à 6h45. Et pour le petit-déj, elle fait un bowl cake en 5 minutes. Dans ce bowl cake, il y a 3 œufs, oui, de l'avoine, du miel, du skyr et des fruits. Elle prend 5000 UI de vitamine D et 200 mg de magnésium pendant ce repas. Quand il fait beau, elle sort promener le chien pendant 10 minutes, donc elle marche dans le quartier. Quand il fait moche, elle met le chien dans le jardin et elle fait 10 minutes de vélo d'appartement. Donc, juste au réveil, voilà ce qu'elle vient de cocher. Vitamine D et magnésium. Coché. Boum. 5000 UI plus 200 mg de magnésium au petit-déj. Tac. Elle a coché l'habitude numéro 1. Manger des œufs. Elle a mangé 3 œufs dans son bowl cake. Nickel. Manger plus de fruits. Elle a mangé des fruits dans son petit-déj. Marcher après le repas.
Voilà. Le niveau d'effort que ça réclame, il est proche de 0. Pourtant, les résultats que ça va apporter pour sa santé par rapport à une alternative dans laquelle elle ne prend pas de vitamine D ni de magnésium, elle mange 2 biscottes avec de la confiture et elle ne marche pas après le repas, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que là, j'aurais très bien pu vous dire, voilà, Corinne, elle se lève, 6h45, tranquillou, elle tartine 2 biscottes avec du beurre et puis de la confiture, elle mange et puis après, elle se prépare, elle va s'habiller. Bon, ok, vous auriez dit, ouais, bah, normal, routine normale. Là, je vous dis, ok, elle se lève, elle prend de la vitamine D et du magnésium, elle mange un bowl cake avec des œufs, des fruits et du skyr, et puis elle va marcher avec son chien pendant 10 minutes. Vous dites, oh, ouais, bah, ok, normal. C'est pas hyper différent. Et pourtant, la différence que ça produit en termes de résultats sur les indicateurs de santé, c'est abyssal. Alors que il y a très peu de variations entre ces deux alternatives. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des billets pour lesquels vous avez juste à vous pencher pour les ramasser. Ça demande très peu d'efforts de passer de 2 biscottes avec de la confiture à un bowl cake et puis prendre de la vitamine D et du magnésium. Pourtant, les résultats sont immenses. Bref, ça semble anodin, ça semble facile et ça l'est, mais c'est l'effet cumulé de ces habitudes qui crée un impact immense sur votre vie. Bref, Corinne, 7h30, elle démarre la voiture, elle emmène son fils au collège et puis elle va à la mairie. Quand elle arrive, elle se gare au plus loin possible pour avoir 8 minutes de marche. Pendant cette marche, elle est exposée directement au soleil. On vient de cocher l'habitude, exposer votre visage au soleil pendant 5 minutes par jour. Comment elle fait? Elle n'est pas dédiée 5 minutes de sa journée pour s'exposer au soleil, juste elle se gare loin à la mairie et en allant au travail, elle est en extérieur, dégagée, donc c'est exposition du visage au soleil, bingo. Vers 10h30, elle prend toujours une collation avec une pomme et un petit pot de skyr, manger plus de fruits. À midi et demi, elle reprend sa voiture pour aller manger chez elle. Elle se fait cuire un steak haché et une julienne de légumes surgelés, auquel elle ajoute la purée de pommes de terre qu'il reste du dîner d'hier soir. Puis, elle mange un fruit en dessert. Dès qu'elle a fini la vaisselle, elle va promener le chien pendant 15 minutes dans le quartier après le repas. Et en rentrant, elle prépare son tapis, ses haltères et son TRX dans le bureau. Ici encore, elle a fait un minimum d'efforts. Faire cuire un steak haché, ça prend 5 minutes. Manger un fruit en dessert, ça prend rien. C'est manger un fruit en dessert. Aller promener le chien, 15 minutes, marcher après le repas. Pourtant, elle a mangé du bœuf, fait 15 minutes de marche, mangé à fruits. Donc bout à bout, ça commence à faire. Ça commence à faire par rapport à l'alternative où Corinne, elle rentre chez elle en bagnole, ok. Elle fait cuire quoi, un cordon bleu, ou alors elle fait cuire 50 grammes d'escalope. Et puis avec ça, elle mange, je sais pas, des frites surgelées, ou elle mange du riz. Techniquement, elle peut manger du riz, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire manger 100 grammes de bœuf versus 100 grammes ou 150 grammes de bœuf avec un steak haché, plutôt que de manger juste 2-3 bouts de protéines, 2-3 bouts d'escalope de poulet, comme ça, 50 grammes au total, à droite à gauche. Au final, la différence dans la cuisson, dans la préparation, dans le fait de manger, elle n'est pas énorme. Mais la différence de résultat que ça va produire avec les nutriments et la biodisponibilité du bœuf par rapport à une source alternative de protéines dans des quantités minimes en comparaison, ça va produire une différence de résultat énorme. Et si ensuite, après elle ne mange pas un fruit en dessert, mais elle mange un Twix en dessert, bon, il va y avoir une différence à nouveau. Si au lieu d'aller marcher avec le chien, elle s'affale dans le canapé et elle regarde Facebook pendant 15 minutes, il va y avoir une différence à nouveau, etc., etc. Donc bout à bout, ça commence à faire. Elle retourne au travail à 13h45, elle se garde toujours au plus loin pour arriver tranquillou aux 10 000 pas à la fin de la journée sans avoir eu à forcer le truc. Quand elle rentre du boulot à 18h, elle prend un petit shaker de protéines avec une banane, nouveau des fruits, puis elle commence à préparer le repas du soir. Vers 18h30, ce qui a besoin de cuisson reste sur le feu, elle laisse mijoter ce qu'il y a à mijoter, ou elle laisse cuire ce qu'il y a à cuire, ou elle met dans le four la quiche qu'elle vient de faire, bref, elle se change, elle fait sa séance de sport pendant 25 minutes, et elle se douche, parce que le midi, elle avait préparé ses haltères, elle avait tout préparé pour sa séance du soir, donc elle a juste à changer, boum, 18h30, changer, 18h05, échauffement commence, 18h35, échauffement commence, et 18h40, l'entraînement réel est en train de commencer. Elle en a pour 25 minutes. À 19h05, c'est fini. Elle va se doucher. 19h15, 19h30, tout le monde est à table.
elle prend 200 mg de magnésium en plus pendant le dîner. En fin de repas, flemme d'aller dehors pour marcher puisqu'on est en hiver, donc elle fait 15-20 minutes de vélo d'appartement devant la télé pendant que les autres ramassent la cuisine, et voilà. Aucun effort majeur. Juste des gros billets ramassés en se penchant au fil de la journée. Alors, c'est pas toujours parfait. Des fois, il y a des imprévus et il faut réajuster son organisation. Mais puisqu'aucune de ces 7 habitudes ne réclame d'investissement majeur en temps et en énergie, c'est facile à faire. Alors ouais, votre vie est différente de celle de Corinne. Peut-être que vous avez 4 enfants, et que vos horaires sont différentes. Cool. Ça ne change rien. On parle de bouffer des œufs, du bœuf, prendre 2 pilules, marcher après les repas et manger des fruits. Il n'y a pas un seul scénario dans lequel vous n'avez pas les capacités de réaliser ces habitudes. Alors, vous n'allez pas perdre 14 kilos en 3 semaines avec ça, mais vous allez lancer une dynamique et une inertie parfaite pour enclencher un déficit calorique à l'avenir si vous voulez maigrir. Quoi qu'il arrive, vous allez améliorer vos indicateurs de santé, votre niveau d'énergie, votre sommeil, votre humeur, avec des efforts proportionnels vraiment, vraiment humbles. C'est la fin de l'épisode. Prenez 5 minutes pour écrire ça et l'organiser dans votre vie selon votre emploi du temps, vos contraintes, vos horaires, puis appliquez religieusement pendant 21 jours sans jamais dévier. Et après, c'est 3 semaines. Soit vous m'envoyez un message pour m'insulter et me dire que c'était horrible et que vous n'avez ramassé aucun billet et que les efforts étaient colossaux et que vous n'avez eu aucun résultat. Soit vous m'envoyez un message pour me remercier de vous avoir materné pendant l'épisode 95 au point de vous expliquer comment prendre des pilules de magnésium. Voilà. À vous de jouer. Si vous êtes encore là, pensez à ajouter 5 étoiles et un commentaire à l'émission sur Apple Podcast et sur Spotify. C'est cool. Et pour ceux qui débarquent de la Lune, qui viennent de découvrir l'émission, je vous rappelle que la vraie sauce, c'est par mail qu'elle arrive. Je fais des podcasts et des vidéos à droite à gauche, mais mes meilleurs contenus et conseils, c'est dans votre boîte mail, 2-3 fois par semaine depuis 2019, sans interruption, contrairement au podcast. Alors pensez à vous inscrire à ma liste de contacts directs sur mon site dans la section « Par où commencer ?» Allez, ciao les enfants.